Pour ce nouveau podcast, j'ai envie de m'adresser à la nouvelle génération. Imaginez-vous sur NBA 2K. Au moment de créer votre joueur, je vous propose de partir sur un intérieur de 2,20 m et 130 kg. Ajoutez-lui une capacité à shooter aux alentours de 35% à 3 points en carrière, mais aussi de réaliser des fadeaway avec l'aisance d'un arrière. Donnez-lui la possibilité de passer d'un bout à l'autre du terrain aussi rapidement que les autres joueurs. En bonus, mettez-lui une vision d'aigle afin qu'il vous régale de passes aveugles ou dans le dos. Trop cheaté, me diriez-vous. Pourtant, lors de cette émission, nous allons vous présenter cet intérieur moderne, comme on dit, dont la carrière a débuté il y a presque 40 ans, en 1981. Un tour du globe dont Kaunas fut le point de départ et d'arrivée d'une carrière extraordinaire pour l'un des joueurs les plus marquants du basket. Non, n'attendez pas que je complète ma phrase par le mot européen. Arvydas Sabonis, puisque c'est bien de lui dont nous allons parler, mérite bien plus que de s'arrêter aux frontières du vieux continent pour décrire sa legacy. Malheureusement, comme le dit l'expression, toute force de la nature possède les faiblesses d'un corps. Le physique de Golgoth apportera de nombreuses souffrances aux géants lituaniens. Et comme Achille, héros de la guerre de Troie, c'est le talon qui deviendra un point faible avec 2 ruptures en très peu de temps. D'ailleurs, j'ai ce malheureux souvenir d'avoir toujours connu Sabonis avec des protections. Ces boucliers préservant un corps usé et douloureux, mais qui lui donneront la possibilité de repousser un peu plus l'évidence tout en proposant des actions d'éclat jusqu'en 2004 à l'âge de 41 ans. Pour le plus grand plaisir de notre ami Olivier, ouvrons ensemble un chapitre sur le légendaire numéro 11 du Žalgiris Kaunas, l'homme qui inspira le style d'un Nikola Jokic et qui arrivera à se dresser contre le Shaq. Merci Romain, c'était une très belle introduction encore. Vous êtes bien chez Ficelle et aujourd'hui on va parler de Arvydas Sabonis. Alors on est réunis tous les 5 aujourd'hui, il y a bien sûr Romain que vous avez déjà entendu, Olivier qui a été évoqué, mais également pour nous accompagner, il y a Adrien et Mathieu. Salut les gars, ça va bien ? Salut. Salut. On est très content du coup de se retrouver pour parler d'une légende du basket, ni plus ni moins que ça. C'est un sujet énorme parce qu'il y a tellement de choses à dire sur Sabas, que ce soit en équipe nationale, en championnat avec ses clubs respectifs, en Europe ou en NBA. Donc on va essayer de faire simple, on va essayer de faire quelque chose de sympathique. Et du coup, avant tout, avant de parler un peu de sa carrière, je vais vous demander à chacun vos souvenirs de ce géant, de ce Golgoth des parquets. Et tout simplement, on va commencer par Monsieur Number 5, le poste 5 de l'équipe, Olivier. Sveiki, Draugai. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque, Sabas? Alors, il y a moi quelque chose de très très sentimental. J'ai commencé à jouer au basket en 92 en club, ça date un peu. Mes cousins jouaient et m'ont orienté un peu vers le basket, donc j'ai pu voir la Dream Team de 92. Et alors il y a une petite équipe comme ça qui m'avait surpris et qui, en fin de match, était avec des t-shirts délavés à la Javel comme on avait nous à l'époque. Des t-shirts qui étaient fournis par un groupe de rock. C'était la Lituanie qui faisait sa première compétition internationale après la chute du mur. Et la Lituanie, il y avait Arvydas Sabonis. Alors à 10 ans, on comprend pas trop le basket, mais on voyait cette espèce de grand bonhomme très costaud, un petit peu mou, mais qui était capable de tout faire, qui remontait la balle. Bref, voilà. J'étais très impressionné par ce joueur. Il a fait partie de mes 2 modèles, parce que quand on commence un sport, on s'inspire. Voilà, qui ont été Hakeem Olajuwon et Arvydas Sabonis. Donc voilà, moi, ce à quoi je pense, c'est un grand joueur, physiquement déjà, qui m'a marqué, que j'ai essayé de copier et qui m'a, en 95, vraiment il m'a décroché la mâchoire, quoi. Avec cet Eurobasket et ensuite son départ vers la NBA. Et voilà, j'en parlerai un petit peu plus tard. Ok, je pense que c'est assez complet. On a vu qu'il y avait beaucoup de sentiments derrière ça et ça fait du bien pour nous romantiques du basket. On va écouter également Adrien. Quand on évoque Sabonis, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Alors moi, j'ai commencé à suivre le basket, je devais avoir 8 ans, donc c'est dans les années, c'est en 95. Et en fait, j'ai surtout connu sa carrière NBA. Alors c'est vrai qu'il est arrivé tardivement, diront certains, parce qu'on sait qu'il y a une époque où il n'était pas autorisé à jouer à NBA parce que il y avait un peu une relation conflictuelle entre l'Union soviétique et les États-Unis.
Au final, il aura fait une super carrière en Europe, notamment avec le Žalgiris dans les années 80, puis le Real Madrid dans ses dernières années européennes. Mais c'est vrai que moi, ce que j'ai trouvé incroyable, ce qui m'a surpris, c'est que quand il arrive à NBA, il a subi de multiples blessures, notamment sa blessure au tendon d'Achille. Je me dis, il doit être un peu hors de forme. Il, il y arrivera peut-être pas à des intérieurs plus athlétiques ou même face au gros Tchak, quoi. Et finalement, le mec, il s'est imposé, il m'a surpris, quoi. J'adorais, moi, ses bras roulés ou ses passes incroyables, quoi. Il avait un jeu de passe énorme, que ça soit ses passes à ras de terre, passe dans le dos, passe derrière la tête. C'était incroyable. Je dirais qu'à l'époque, il y avait en NBA, il y avait lui et il y avait Vlade Divac aussi qui avait un super jeu de passe pour un intérieur. Mais c'est vrai que Sabonis, moi, ça m'a marqué parce que c'était plus le pivot des années 80, début des années 90, avec la même mobilité, la même rapidité. Mais il a su réinventer son jeu vraiment et il a réussi quand même à faire une belle carrière NBA. Donc moi, c'est ce que je garde en tête du joueur. Ok, ah, c'est clair que c'est assez complet, effectivement. Mathieu, si tu avais quelque chose à dire sur Sabonis. Alors moi, c'est un peu pareil. J'ai découvert le joueur lors de sa carrière NBA sous le maillot de Portland et j'étais juste impressionné parce qu'on avait ce gars qui faisait 2,20 m, qui était surdimensionné, qui avait l'air super facile, avec des mains exceptionnelles quand il avait le ballon, capable de faire des passes. On aurait dit qu'il forçait pas et il avait l'air 10 fois au-dessus du lot, quoi. Enfin, c'était incroyable. Et avec le temps, j'ai vu 2-3 matchs de l'URSS et puis plus sa partie européenne et j'ai vraiment pris conscience en fait du phénomène que c'était. Effectivement. Romain, si tu avais quelque chose à rajouter à ta petite intro de tout à l'heure. Ben moi, il y a un point que j'ai évoqué, c'est que Sabonis, pour moi, représente un génie du basket. Et en même temps, vu que j'ai commencé le basket en 99, il était déjà sur la fin de sa carrière. J'ai beaucoup connu comme Adrien et Mathieu son passage en NBA. Mais surtout, j'ai en mémoire, voilà, j'ai l'impression que c'était, on va utiliser un petit peu un terme de guerre, mais c'était une gueule cassée, quoi. C'était un mec qui avait un corps usé, fatigué, et qui, malgré tout, ben, nous a fait rêver pendant des années. Effectivement. Ben, honnêtement, moi, c'est vraiment différent de vous tous, l'opinion que j'ai sur le personnage, parce que je l'ai connu très tard. Je suis de 94 et ma première licence de basket, je l'ai prise, si je me souviens bien, en 2009. Donc voilà, je m'intéressais surtout au basket NBA et puis j'ai jamais vu son nom passer. Et puis un jour, en cherchant des maillots FIBA, parce que je voulais m'acheter un maillot de l'Espagne, je suis tombé sur un maillot Soviet Union, vous savez, les USSR là, ou URSS que vous trouvez sur le net avec le marteau et la faucille, que je trouvais super beau. Et je vois le maillot de Sabonis. Oui, c'est CCP sinon, ouais, effectivement. Ouais. Euh, et j'ai trouvé ça magnifique et je suis waouh, il claque quand même. Et au final, je me suis dit, bah, je vais regarder qui c'est. Et là, j'ai pris une claque. Adrien parlait de la passe dans le dos, bah, c'est ça que je retiendrai de Sabonis, c'est que c'était juste un buffle. Romain a parlé de ses mensurations. Moi, ce que je retiendrai, c'est sa technique au poste et que je trouve juste magnifique. Et quand il était jeune, parce que quand on voit des images du Žalgiris Kaunas, le mec était capable de faire des coast-to-coast. Enfin, aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau. Et quoi qu'il arrive, si on lui rend bien ou d'une certaine manière ou un mauvais hommage, quoi qu'il en soit, on aurait essayé de parler de quelqu'un qui sortait de l'ordinaire. Ça fait partie des mecs qui ont ouvert la voie à des Jokic et compagnie. Donc du coup, bah, sans plus tarder, et sans parler de nos sentiments, on va un peu remonter dans l'histoire pour vous parler aujourd'hui un peu de la carrière de Sabonis. Euh, je vais vite fait vous présenter son parcours en club, et puis au gré des années, on va remonter tranquillement comme ça, entre l'équipe nationale, mais également les clubs, la NBA, et puis voilà, à la fin, on vous donnera notre ressenti là-dessus. Euh,
Bah, tout simplement, Sabonis, comme vous l'aurez deviné, c'est pas un mec qui venait d'Asie centrale. C'était un joueur de, enfin, c'est un ancien joueur de basket qui est né à Kaunas, qui a évolué depuis tout petit au Žalgiris. Le Žalgiris Kaunas, et non pas le Žalgiris de Kaunas, est un des plus grands clubs du pays. Sabonis aura fait quelques saisons au Žalgiris Kaunas, puisqu'il aura fait 8 ans, ses 8 premières années là-bas. Il y a un truc intéressant à savoir, c'est que pour les Lituaniens, le Žalgiris Kaunas, c'est un gros symbole de la résistance anti-soviétique, dans le sens où Sabonis naît dans un monde divisé. Il est né en 64, il y avait encore le mur de Berlin, pour les petits jeunes qui ne connaissent pas, et donc les deux blocs. Et puis, tout simplement, il a réussi à rejoindre l'Institut d'agriculture de Kaunas pour lui permettre de rester étudier et donc jouer à Kaunas, donc du coup en Lituanie, et ne pas rejoindre le CSKA Moscou, club de l'Armée Rouge, qui à l'époque était le club phare. Euh, les copains, je ne sais pas si vous avez regardé quelques matchs. Alors il y en a sur YouTube. Allez vous délecter de ça si vous ne le savez pas. Mais il y a des matchs où le Žalgiris Kaunas et le CSKA Moscou se rendent coup pour coup. Est-ce que quelqu'un pourrait nous parler un peu de ces 8 premières années au Žalgiris et puis de ces rencontres face aux autres ogres du basket européen et notamment du basket soviétique? Alors, je peux juste dire un petit mot sur ses débuts. Donc, il signe effectivement à l'âge de 15 ans aux Žalgiris. Bon, il fait 2m10 déjà. Et effectivement, le CSKA Moscou, c'est le club de l'État, c'est le club de l'Armée Rouge. Et ils avaient tendance en fait à piller tous les clubs pour récupérer les meilleurs joueurs. D'ailleurs, le CSKA Moscou, c'est 10 titres consécutifs entre 1974 et 1984. Donc, une véritable institution. Et le seul moyen que les Žalgiris trouvent pour essayer de conserver sa jeune pépite, c'est trouver en fait un subterfuge qui l'obligerait à rester à Kaunas. Et en fait, ils vont l'inscrire à l'Institut d'agriculture de Kaunas pour justifier le fait qu'il est obligé de rester sur place pour suivre ses études, ce qui évitera effectivement qu'il parte rejoindre le grand CSKA. Il y aura quand même de belles joutes de championnat et même de playoffs contre le CSKA à l'époque, euh, qui était mené, lui, je crois, par, alors j'ai peut-être écorché son nom, mais Vladimir Tkachenko, si je me souviens bien, un autre babard de 2,20 m, ce qui va en fait bien montrer que ben, l'URSS de l'époque, l'équipe nationale, sera une des locomotives du basket européen. Est-ce que quelqu'un a son palmarès avec le Žalgiris Kaunas? Parce que pendant ces 8 ans, je pense qu'il a eu le temps d'abattre des paniers et des records de points, j'imagine. Est-ce que quelqu'un a ça en stock? Oui, je dois avoir ça. Alors, je sais qu'il gagne le titre 3 fois consécutivement, Ouais. le titre de l'URSS avec le Žalgiris, et justement à partir de 1985, il me semble, je crois que c'est 85, 86, 87. Sachant qu'on en parlait un petit peu offline, mais pendant ces championnats, il est parfois mis au repos sur de longues périodes pour pouvoir être soigné par rapport aux multiples blessures dont on parlera. Mais voilà, champion en 85, 86 et 87 avec le Žalgiris, il fait aussi des demi-finales d'Euroleague 1. À chaque fois qu'il est champion, il rencontre le CSKA Moscou soit en finale, soit en demi. Et donc effectivement avec des espèces de boucheries, hein. Notamment il y a un match en 86 où il est face à Alexander Volkov, avec qui il jouait en équipe nationale, qui était un autre pivot de 2,20 m et 130 kg, qui est passé par les Hawks notamment. Voilà. Par rapport à ça, justement, très rapidement, les Hawks avaient une cellule de recrutement en lien avec l'URSS, ce qui explique le fait que de nombreux joueurs, dont Sabonis, aient été draftés par les Hawks, même s'il n'y est pas allé et qu'il a été redrafté plus tard. Voilà. Donc ouais, les titres 85, 86, 87, pour te répondre. Merci Olivier. Vas-y Mathieu, n'hésite pas, hein, fais-toi plaisir. Du coup, ça met fin à l'hégémonie du CSKA Moscou. Ouais, ça met fin du coup à l'hégémonie du CSKA, et dans l'inconscient collectif, c'est un peu les Lituaniens qui parviennent à battre les Soviétiques. Et ça, c'est par rapport au contexte géopolitique de l'époque, c'est super important.
La mère de Sabonis, elle a été 9 ans en goulag en Sibérie, 12 ans pour ses grands-parents, apparemment parce qu'ils possédaient trop de terre. Et du coup, le fait de pouvoir se battre sur un terrain de basket, c'est leur victoire à eux, en quelque sorte. Ouais, et puis pour ajouter à ce que disent Mathieu et Olivier, j'ai regardé le documentaire The Over Dream Team qui parle de la sélection lituanienne et de toutes ces années où la Lituanie est sous domination de l'Union soviétique. À l'époque, le match entre le Žalgiris et le CSK, ça va au-delà du basket vraiment, quoi. C'est-à-dire que vraiment pour eux, c'est un acte politique de battre le CSK en finale du championnat du RSS. Et ça, les gens qui ont connu les années 80 en Lituanie, ils s'en souviendront toute leur vie, quoi. C'est clair, ça marque. Et puis, il faut savoir aussi que le club de Lituanie, le Žalgiris, fait quand même des émules aussi en championnat européen, puisqu'il dispute la Coupe des Coupes et la Coupe des clubs champions. Et en plus de ça, bah, il remporte la Coupe intercontinentale contre l'équipe de Ferrocarril, une équipe argentine. Donc malgré tout, ils sont aussi dans la lumière au niveau international. Et ça plaît pas trop au pouvoir central soviétique. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas pour parler, bien sûr, on va parler un peu des rivalités entre Moscou et ses États satellites, mais du coup pour parler de l'équipe nationale et de ce que va faire Sabas, de son petit surnom, avec l'équipe nationale du RSS pendant ces huit belles années. Alors les gars, je sais pas s'il y en a un de vous qui veut ajouter quelque chose là-dessus. Ouais, moi j'avais Bah, un petit truc, ouais. si jamais. Vas-y, fais-toi plaisir. Je le fais rapido, mais c'est justement pour qu'il y ait une transition avec ce qu'on disait juste avant. Euh, sur le palmarès de Sabonis, il fait ses débuts en équipe nationale en 1981 et il joue sa première compétition internationale en 1982. C'est les championnats du monde en Colombie, où il a un rôle mineur. Et en fait, en 82, l'essentiel les joueurs importants de l'URSS sont des joueurs russes. Tkatchenko notamment, Mishkin. Et Petite rectification, son nom est difficile à prononcer. Tkatchenko, il est ukrainien. Ouais, j'ai du mal à le prononcer. Il est ukrainien, voilà. Ouais. Ouais. Donc, je dirais que si tu regardes bien dans les années 80, elle est assez. L'équipe du Nord soviétique, elle est assez. Il y a un peu de tout. Il y a des Lituaniens, des Ukrainiens, des Lettons. Et je dirais que c'est ça la principale différence avec l'équipe de hockey sur glace. L'équipe de hockey sur glace, j'ai regardé, c'était beaucoup des Russes, tu vois. Mais Et la bascule, elle se fait vraiment après les titres de Kaunas, avec l'implication de Tok et Marciulonis, notamment. Tu vois, ouais, juste avant, c'est vraiment exact. ukrainien et russe. Et à partir de. En fait, c'est précisément à partir de 86. On en parlera après, hein, très certainement, des championnats du monde, mais c'est à partir de 86 qu'il y a vraiment cette bascule avec une responsabilisation des joueurs non russes ou ukrainiens. Ouais, ben ça correspond aux années où les Lituaniens vont s'imposer dans la sélection. Et par la suite, il y aura l'histoire qu'on connaît, quoi. Chaque pays va retrouver son indépendance. Et juste avant sa première nomination avec l'équipe A en 82, il remporte déjà l'or en U18 en 1980. Après, en plus, les compétitions internationales, c'est toujours un peu particulier parce qu'avec le contexte géopolitique, par exemple, les JO de 1980 avaient eu lieu à Moscou sans les États-Unis et les JO de 1984 qui avaient lieu à Los Angeles seront boycottés par l'URSS. Donc, c'est vraiment particulier. Ouais, et puis avec des compétitions entre 8 et 12 équipes, hein. Il n'y en avait jamais plus que ça aussi. Ouais, ça, c'est dû au fait, le fait qu'il y ait peu d'équipes, c'est probablement dû au fait que l'Union soviétique, déjà, tu avais la Lettonie, la Lituanie qui n'étaient pas encore indépendants, et puis la Yougoslavie, ça regroupait tous les pays comme la Croatie, la Serbie. Donc déjà, tu avais moins de pays dans les compétitions, mais l'Union soviétique dominait tellement déjà en Europe. Et après, tu avais quand même les États-Unis, même si à l'époque, c'était les joueurs universitaires, quoi.
Effectivement. Du coup, il y a quelque chose qui est important de noter également, c'est que pendant quelques années, quand je dis quelques, c'est un euphémisme parce qu'il a été vraiment au cœur du basket soviétique pendant très nombreuses années. Une autre légende, on fera peut-être un épisode dessus, c'est Alexander Gomelski, qui est un ancien joueur et entraîneur de l'équipe du RSS, et avait conduit son équipe du coup en tournée aux États-Unis. Et c'est là que Sabonis va déjà se faire remarquer par beaucoup d'entraîneurs américain et de spécialistes du basket. En 83, l'URSS disputera le championnat d'Europe Cocorico en France, où elle terminera à la troisième place après s'être inclinée face à l'Espagne d'un point, mais malgré tout aura fait un très beau parcours puisque lors du premier tour, elle ne perd aucun match. Et Sabonis, déjà à l'époque, sera meilleur marqueur de son équipe avec à peu près 17 points par match. Bien sûr, il fera également sa deuxième compétition avec le championnat du monde junior où l'URSS s'inclinera en finale face aux Américains de 4 points. Alors, Mathieu en a parlé du boycott des JO de 84 à Los Angeles. Bien sûr, voilà, le contexte de guerre froide fait que les États-Unis n'iront pas l'URSS n'ira pas au JO de 84 à Los Angeles, comme les États-Unis n'iront pas au JO de Moscou. Est-ce que vous avez d'autres anecdotes sur le très long passage de Sabonis dans son club formateur du Žalgiris? Alors juste sur ta tournée URSS, je voulais juste rajouter un petit mot. C'est ce qu'ils appelaient gentiment la tournée des ambassadeurs de bonne volonté. Et en 1982, par exemple, il y avait URSS contre Virginia. Et du coup, c'était une opposition entre Arvydas Sabonis et Ralph Sampson. Voilà, donc on avait déjà des spécimens vraiment atypiques qui s'affrontaient. Et effectivement, il a tapé dans l'œil d'énormément d'entraîneurs. Il jouait principalement contre la conférence Big Ten aux États-Unis. Et voilà, il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont vraiment été impressionnés par le joueur. Il y avait Jen Kiddey, par exemple, qui était le coach de Purdue, qui le voit jouer en 82 et qui dit « Ce mec-là sera le plus grand joueur de tous les temps. Vous allez essayer de l'arrêter, mais ce sera très dur. Alors profitez de partager le terrain avec lui. Vous vous en souviendrez toute votre vie. » Et il y avait aussi le coach Del Brown qui, lui, entraînait LSU et qui a carrément écrit aux autorités russes pour monter un transfert afin de le recruter et le faire venir aux États-Unis. Il est même allé jusqu'à contacter Ronald Reagan, qui était en place à la présidence américaine, ou encore Mikhail Gorbatchev, qui était donc le secrétaire du Parti communiste. Finalement, ça n'a rien donné, bien évidemment, mais c'est dire à quel point il l'excitait finalement déjà outre-Atlantique. Ah ouais, ok, ça va très très loin. J'étais pas au courant de tout ça. C'est assez fou. Il y a eu aussi un épisode avec les Hawks qui voulaient le sélectionner pour un draft 85. Malheureusement, ça s'est pas fait. Et cette même année, le spécimen ira avec sa sélection du RSS au championnat d'Europe. Et ils gagneront le titre contre la Tchécoslovaquie en finale, 120-88, en ayant perdu que contre l'Espagne. Et Sabonis finira meilleur marqueur avec 20 points de moyenne. Et ce qui est assez fou, c'est que bon, voilà, il y a Drazen comme d'hab qui fait le malin avec 30 points. C'est très, très correct. Mais dans le 5 majeur de la compète, il y aura Drazen, Valdis Walters, Detlef Schrempf, Fernando Martin et Arvydas Sabonis. Encore une belle cuvée. Un jour, il faudra peut-être qu'on se penche sur ces autres phénomènes, notamment Schrempf ou Fernando Martin, premier espagnol de l'histoire à jouer en NBA. Mais en tout cas, c'est... Corentin, ouais. Il est MVP de la compétition. Le meilleur scoreur, c'est un Israélien. En fait, c'est Doron Jamshi. Et le truc, c'est que l'URSS, si tu prends les phases finales, ils mettent 104 points en quart, 104 points en huitième, 112 points en quart, 120 points en demi. Enfin, un truc comme ça. Lui, il met 36 points en demi-finale, il en met 23 en finale. Enfin, c'est toujours 4 fois 10 minutes un match, on est d'accord? Et oui, mais dans les années 80, les scores étaient colossaux. Si jamais vous avez le temps d'aller jeter un œil, les auditeurs, aux différents scores des différentes compétitions, c'est à 106 points de moyenne pour une équipe, en fait, hein, l'attaque, sur l'ensemble des années 80. Exact, ouais. Dans les années 80, c'était beaucoup plus du jeu offensif, j'ai l'impression. Et ensuite, dans les années 90, c'est devenu du basket, genre, quand tu voyais les finales d'Euroleague, c'était pas plus de 50 points d'attaque. Et moi, c'est tout ce que je déteste, d'ailleurs. Donc, je me retrouve peut-être plus dans le jeu des années 80, là.
Mais on pourra en parler après. Sabonis a su jouer dans ce jeu-là avec une pace énorme et a su jouer dans les années 90 avec un jeu plus statique et du jeu au poste bas, ce qui montre quand même la qualité tactique du joueur déjà. C'est clair. Effectivement. Et Corentin, pour Ouais. rebondir sur ce que tu as dit par rapport à Sabonis et Atlanta, il est sélectionné en 85 à la 77e position. Mais en fait, le choix est annulé parce que du coup, à l'époque, il n'a pas 21 ans. Du coup, on annule le choix des Hawks. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Mathieu, Dale Brand, donc, qui est coach de LSU à l'époque, voulait le faire venir à l'université en 86. Et moi, ce que je trouve rigolo, c'est que 3 ans après, Shaq arrive à LSU. Donc, si Sabonis avait fait son cursus complet à l'université, on aurait pu avoir une raquette avec Sabonis et Shaq. Une saison complète ensemble, t'imagines? Ça aurait cassé quelques Incroyable. paniers. Hein. Incroyable. Et Ça aurait été énorme. juste pour ajouter, lui, il parvient pas à aller faire carrière tout de suite là-bas, mais ses coéquipiers en sélection, Alexander Volkov, l'Ukrainien, et Sarunas Marčiulionis, qui aurait été aussi son coéquipier en sélection nationale avec la Lituanie, eux, ils parviennent quand même dans ces années-là à aller aux États-Unis, même si pour Marčiulionis, j'ai vu ça dans le documentaire The Over Dream Team, c'était compliqué parce que il raconte en fait Sarunas Marčiulionis que jusqu'à l'aéroport où il était accompagné par des mecs, je crois que c'était des gars du KGB, enfin des gars du pouvoir central, il était même pas sûr de pouvoir partir aux États-Unis et finalement il y est parvenu quand même, quoi. Ouais, c'est une période de l'histoire un peu trouble sur les échanges entre les deux pays. Et je trouve ça passionnant parce que pourquoi ça s'est fait, pourquoi ça n'aurait pas pu se faire, je ne comprends jamais en fait. Parce qu'au final, on parle d'un rideau de fer, etc. Mais certains ont pu le faire. Quel était l'intérêt pour le pouvoir soviétique de faire ça? Enfin, on pourrait en parler pendant des heures. Je me permets juste de revenir sur cette saison 85-86 où Kaunas se qualifie pour le tour final de la Coupe des clubs champions. Il ira en finale contre le Cibona de Drazen et perdra en finale malgré tout. Ils prendront tout de même leur revanche pendant la Coupe intercontinentale en les battant en demi. C'est tout simplement fou de se dire que on croise encore Drazen ici. Et quelque part, on boucle un peu la boucle. Et c'est des mecs qui auront marqué le basket de cette époque-là, quoi. C'est des matchs que j'aimerais bien retrouver pour voir. C'était un autre basket. On passe du coup à l'année suivante. C'est l'année 86, si je me souviens bien. À moins que je me trompe, il y a un championnat. Arrêtez-moi si je dis une connerie. 86-87, ouais, voilà, 26 points de moyenne encore. C'est assez énorme. Et si je me souviens bien, c'est le Žalgiris qui gagne la Coupe des clubs champions, Olivier? Alors, en fait, la saison dont tu parlais où ils perdent contre Petrovic, c'est 84-85. Ah d'accord, donc j'avais une année de retard, Ouais. c'est ça? Parce qu'en 85-86, en fait, le Žalgiris gagne la Coupe des Coupes. D'accord. Et ils sont vice-champions du monde, l'URSS, en perdant contre les États-Unis et David Robinson en finale. Avec en compétition l'URSS en poule 5 matchs, 5 victoires, un différentiel de plus 196. Et en deuxième phase, 5 matchs, 5 victoires, un différentiel de plus 105. Et ils finissent sur les rotules complets. Et ils perdent en finale contre les États-Unis de 2 points, il me semble. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je laisserai les copains parler quand même, promis. L'URSS en demi-finale bat la Yougoslavie 91-90. C'est un match qu'il faut absolument voir pour la culture FIBA. Moi, je l'ai revu cette semaine. C'est magnifique. C'est du basket, un des plus beaux baskets que j'ai pu voir. Ok, il faudrait que tu nous mettes le lien alors qu'on aille se délecter de ce match alors. Je pense qu'on a fait un peu le tour sur Sabonis dans ces années Žalgiris. Est-ce qu'il manque quelque chose? Juste pour ajouter, donc en 86, il est champion du monde avec l'Union soviétique. Et en plus de ça, il finit meilleur marqueur sur la finale de l'Euroleague. Ok, meilleur marqueur. Ouais, bah, de toute façon, il noircissait la feuille, le garçon. C'est ça qui est assez fou. Je
Je voulais juste rajouter un petit mot. Ah, on t'entend pas bien, Ah. Mathieu. On t'entend mal, Mathieu. Tu es apparu et tu es Allô? disparu. Ouais, là c'est mieux. Oui, on t'entend là. Mathieu? Alors qu'on a des Ouais, vous problèmes de m'entendez? connexion. Ouais. Parfait. Ouais, je voulais juste. Ah, non. Apparemment, à Metz, il n'y a pas la fibre. Non. Ah, c'est malheureux. Bah écoutez, on va meubler pendant que, pendant que Mathieu va revenir. Alors, ce qui est marrant avec Sabonis, c'est qu'on parlait de ses copains, de ses compatriotes qui ont été aux États-Unis faire la fac. Bah ça va Ouais, vous absolument pas. m'entendez, les gars? Là, tu nous entends mieux? C'est bon? Mathieu, vas-y, parle. Ah là. Ouais, je vous entends. Parfait. Oui, là, c'est une saison qui est un petit peu cruciale dans la carrière de Sabonis parce que c'est là que. Bon, visiblement, on a du mal à capter Mathieu. Il doit être dans une zone où il n'y a pas trop de réseau. Donc, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, les gars, par rapport à la carrière de Sabonis dans ces années-là. Juste en 86, je sais pas si vous aviez entendu la rumeur, mais on en a parlé tout à l'heure, hein, par rapport à sa rupture du tendon d'Achille. Je sais pas si Romain, tu voulais en parler. Par contre, juste pour rectifier, ouais, je dis des bêtises. En 86, il n'est pas champion du monde. Il est FIBA Club World Cup Champions, la Coupe Ouais. intercontinentale. Ok, Ah d'accord. ouais, Et c'est ce qu'on Ok. a dit tout à l'heure. Ouais, ok, excusez-moi, j'avais pas bien regardé. Je me disais aussi, qu'il y avait un blême. T'en fais pas, ça arrive au meilleur. C'est quoi la rumeur dont tu voulais nous parler, Olivier? Alors, Tu il y a parles eu du deux- KGB, Olivier? il y en a eu deux. Ouais, il y a eu le KGB. Ah, Ouais. alors Vas-y, ça, vas-y, ça Romain. m'intéresse. Tu veux que j'aille, Olivier, du coup? Vas-y, fonce. Alors du coup, comme vous l'avez dit, on est en pleine guerre froide et du coup, la venue de Sabonis aux États-Unis est un petit peu mal vue, même très mal vue. Et du coup, Sabonis va se blesser 2 fois au tendon d'Achille. Et il y a une rumeur qui dit que le KGB aurait coupé le tendon d'Achille du joueur pour rejoindre une université américaine. Et les soviétiques vont même aller jusqu'à propager différentes rumeurs. Ils vont dire qu'il est tombé en pleine dépression, qu'il est devenu alcoolique, et voire même qu'il s'est suicidé. C'est Alors, énorme. sachant que la version des Lituaniens, donc il a jamais démenti qu'il aurait été maltraité par le KGB, hein. Il l'a jamais démenti ça. Pas coupé, mais voilà. Par contre, l'avis des Lituaniens, c'est que effectivement, il picolait beaucoup, il fumait beaucoup, il avait aucune hygiène de vie, hein, ce garçon, ça s'est avéré. Il se serait cassé la gueule dans les escaliers complètement sous après avoir fêté une victoire. Voilà, c'est ça la rumeur aussi. Celle-là, je la connaissais, celle-là. Pour la Ouais, deuxième C'est vrai rupture, que- Et pas pour vous la avez... première. Ah, pour la deuxième, ok. Mais c'est fou qu'il ait quand même jamais démenti. C'est-à-dire qu'il y a eu de réelles pressions. On peut comprendre, hein, en termes d'impact visuel, c'est assez énorme le sport, hein. Pour ceux qui sont fans de d'autres sports également, en fait, quand l'histoire se mêle au sport, il y a EPO, donc alors je crois que c'est un autre podcast qui s'appelle Épatant Podcast Omnisport, qui parlait des 3 finales en hockey, je crois, en basket. Il y avait un troisième sport où les États-Unis et l'URSS étaient, on va dire, en bugne à bugne, et il y a plein de choses autour de ça. Et franchement, c'est à écouter. Mais je dirais que Et du... par rapport à son opération du tendon d'Achille à l'époque, volontaire, c'est vrai qu'après, on sait que c'était un peu chaud entre les Lituaniens et les Russes par rapport au fait que voilà, la Lituanie était sous l'Union soviétique. Mais je veux dire, même si c'était pas volontaire, je pense que c'est des années un peu particulières parce qu'on sent quand même que le- l'Union soviétique est sur la fin. Alors, tu sais, les conditions dans lesquelles il a été opéré et tout, à mon avis, c'était pas très top, quoi. Donc, je pense que ça a joué aussi. Ça a joué aussi et je pense que c'est par la suite, c'est ce qui va faire que tout le monde va dire que peut-être ils l'ont fait exprès. On saura vraiment jamais, mais Et du coup, Et, Ah, vas-y Mathieu, du coup, si t'es de retour. Vas-y.
Ouais, ce qui est sûr, c'est que, merci, toutes ces blessures au tendon d'Achille, c'est dû aussi à l'intensité en fait de son rythme, c'est-à-dire qu'il enchaîne les matchs de saison avec le Zalgiris, l'équipe nationale, plus les tournées américaines. D'ailleurs, il y a même des théories complotistes aussi autour d'Alexander Gomielski, qui est donc le sélectionneur de l'URSS, mais qui est aussi l'entraîneur du CSKA Moscou, et qui lui, en fait, aurait le double bénéfice de faire beaucoup jouer Sabonis, parce que non seulement avec l'URSS, ça lui permet de remporter des médailles, mais ça permet aussi de l'affaiblir en vue de la saison régulière pour éventuellement battre le Zalgiris. Effectivement, ça peut se comprendre, comme quoi les entraîneurs parfois font passer leur intérêt avant ceux des joueurs. Je crois Du coup, pour compléter Mathieu, d'ailleurs, pour parler de Gomelski, il y a des rumeurs qui disent que cet entraîneur obtenait de l'argent pour, en gros, faire en sorte qu'il garde Sabonis au pays et qu'il ne l'envoie pas aux États-Unis. Donc, il aurait, selon les rumeurs, touché de la thune. Ça m'étonnerait tellement pas. C'est typiquement on va dire des tractations qui ne m'étonneraient pas d'un pouvoir comme l'était l'URSS. C'est malheureux, malgré tout, parce que quelque part, il aurait peut-être beaucoup plus. Enfin, il aurait été peut-être même meilleur en partant plus tôt, on ne saura jamais. Et quoi qu'il en soit, c'est triste parce que pour un gamin comme ça à l'époque, de se dire qu'on est au centre de tant de pression, ça va être très dur à gérer. Est-ce qu'on partirait pas sur l'aventure espagnole du Grand Sabas, à moins qu'on ait d'autres anecdotes sur ces années Žalgiris et URSS? Pour moi, il y a la dernière là quand même en 88. Mhm. C'est une saison importante parce qu'elle est charnière. On en parlera, je pense, sur l'héritage. Mais avant de partir à Valladolid, il est champion olympique avec l'URSS. Donc, dans une compétition qui était très, très relevée avec la dernière. Il s'agit de la dernière. Il y a eu 98, mais la dernière équipe des États-Unis non professionnelle à s'être présentée à un tournoi olympique. C'est-à-dire qu'ils ils se sont tellement fait défoncer, en gros, que ça a décidé, alors pour des raisons marketing aussi, mais ça a décidé les instances de la NBA à se dire bon, on va quand même pas se faire poutrer par les Russes, bordel, et à envoyer leur équipe Mastoc en 92 où ils ont éclaté tout le monde. Make Et, America Great Again. et pour moi, vraiment, en 88, donc Sabonis il sort de 2 saisons entrecoupées de blessures. Il est MVP européen, il est champion olympique, il est dans le 5 type des Jeux olympiques. Sachant que c'est des Jeux Olympiques où il y avait David Robinson, Petrovic, Kukoc, Dino Radia, Vrankovic, Sacha Obradovic. Enfin, c'était une compétition ultra relevée. Les États-Unis sortent 5 victoires en 5 matchs. L'URSS perd contre la Yougoslavie et la Yougoslavie qui perd contre Porto Rico. L'Australie qui pète tout le monde avec Andrew Gaze à l'époque qui était énorme. Il y avait le Brésil d'Oscar Schmidt qui met 46 points contre l'URSS. Et malgré ça, l'URSS gagne, et c'était le climax, on va dire vraiment le paroxysme de cette génération qui était amenée là. Et ensuite, hein, enfin, il se fait opérer en 1988, juste avant de partir à Valladolid. Il se fait opérer de ses 2 tendons d'Achille. Et voilà, et se lance la carrière en Espagne. C'était juste pour conclure par rapport à ça. Ma Mais- belle Ouais, transition. je rajoute juste un truc, effectivement, c'est ça, c'est-à-dire que pendant 3 ans, il enchaîne avec l'URSS, mais l'objectif, c'était ces JO de Séoul. C'était les premiers, du coup, qui seraient ni boycottés par les Américains, ni par les Soviétiques. Et juste pour la petite ligne de stats, en finale, contre la Yougoslavie, il met 20 points, 15 rebonds, 3 contre. Donc, énorme. Ouais, et 15 puis, rebonds. 15 ouais, rebonds. pour rajouter à ce qu'on dit sur ces dernières années, à l'époque au Žalgiris et par rapport à la sélection de l'URSS, à l'époque, quand ils vont en finale en 88 de l'Eurobasket, ou 87, je crois, ils perdent contre la Grèce, quoi. Donc là, tu vois vraiment que ça commence à être. L'Union soviétique commence à être un peu bousculée dans les compètes. Et la suite va donner raison à l'histoire parce que bah, l'Union soviétique va être sur la fin. Et on verra ensuite, le monde du basket va être bouleversé, quoi. Il y aura beaucoup plus d'équipes dans les compètes, et notamment les pays comme la Grèce, les nations comme ça, quoi. Et n'oublions pas qu'il a que 24 ans à ce moment-là. Ouais. C'est Il n'a juste que énorme. 24 ans.
Et Ouais. le 5 majeur envoyé par l'URSS sur les JO de Séoul, c'est quand même 4 Lituaniens dans le 5 majeur. Je voulais juste le souligner pour montrer à quel point c'est un contingent basket important, avec Sabonis, Marciulonis, Valdemaras Komisius, Rimas Kurtinaitis. Et pour les accompagner dans le 5, c'est Alex Volkov, du coup, l'Ukrainien. Voilà. Et il y a l'Estonien Sok dans le groupe aussi. Ouais, Sok, Ouais. et dont j'ai rencontré le fils à Thessalonique. Ouais, et puis de ce que j'ai cru comprendre à l'époque, tu vois, quand ils jouaient dans les clubs en Union soviétique, ils touchaient pas de fric, hein, les mecs, pas tant que ça. Donc après, ça va être totalement nouveau pour eux de faire carrière à l'étranger et Effectivement. de tirer profit de leur passion, quoi. Bah ouais, bah on a eu une très belle transition de vous tous puisque bah, il va signer en Espagne au club, alors un club assez discret, hein, le Forum Valladolid, et il ira en compagnie de son coéquipier Valderramas Chomicius, ou Comicius pour les intimes. Alors ce petit joueur, il est surnommé l'autre tsar lituanien. Alors oui, c'est un joueur avec un palmarès incroyable, dont voilà, Valladolid aura été un peu le tremplin. Médaillé d'or au JO de Séoul, au championnat du monde de 82, d'Europe de 79 et d'Europe de 85. Vous irez regarder sa carrière. Vous irez également regarder son superbe mulet, la coupe mulet qui était à l'époque la mode. C'est pas mal. Et il Franchement, y avait aussi, c'est l'époque où il y a aussi eu Kurtinaitis qui va jouer en ouais, sélection lituanienne avec lui, notamment. Coach du Khimki Moscou actuellement. effectivement, ouais. Euh, du coup, oui, il signe un contrat. Alors, certains pensent que ce contrat était, on va dire, il y avait de l'officiel, de l'officieux. Certains pensent que ça va jusqu'à 2 millions de dollars. Nous, on prendra des chiffres qui sont aussi, vas-y, on va dire mesurés. 800 000 dollars le contrat au Forum Valladolid. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un club qui n'a quasi rien gagné avant son arrivée et il joue son premier match contre Valence. Et tout simplement, il fait des petites stats, 34 points, 12 rebonds face au pivot de l'autre équipe de Valence, Brad Bronson, qui lui fera 35 points et 14 rebonds. Voilà, donc déjà il commence bien sa première saison. Et en Espagne, ça va faire un peu l'effet d'une bombe dans le sens où avoir une autre équipe qui puisse rivaliser avec les équipes, on va dire, dominatrices que sont la Juventud de Badalone, le Real Madrid ou le Barça, c'était très intéressant et important. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Forum Valladolid terminera dans les 10 premiers, malgré tout, mais ne gagnera pas de titre cette année-là. En 89-90, ils termineront à 6e place pour 26 victoires pour 10 défaites. Pour la petite parenthèse, est-ce que c'est pas l'époque où le basket espagnol commence peut-être à montrer le bout de son nez? Ça a toujours été le meilleur basket au monde, Adrien. Ça n'a pas commencé, ça n'a pas terminé, c'est Si toujours on parle le de cas. championnat, à l'époque, Si, non, ça a toujours été le meilleur championnat Le au monde, championnat, Adrien. oui, mais l'équipe nationale, elle commençait à décliner à ce moment-là. parce qu'à l'époque, les championnats, il y avait l'Italie quand même, hein. Oui, mais bon, l'Italie, ça a toujours été un petit championnat de. Donc voilà, l'Espagne a toujours été un plus grand championnat que l'Italie. Ça, c'est dit, ça, c'est fait. Non, bien sûr, Maintenant, je charrie. oui. Je charrie. Ouais, bah écoute, oui, c'est une époque où quand tu peux te permettre de voir partir Drazen Petrovic, enfin d'avoir Drazen Petrovic dans son championnat, Sabonis, ensuite Arlokas qui va venir, après Drazen qui repart. Donc tu as vraiment, voilà, dans ce championnat des très gros noms qui sont pas que espagnols. Donc ouais, c'est le début des gros contrats pour les clubs espagnols. En témoigne un peu on va dire la richesse du championnat espagnol. Quand je dis richesse, c'est tout simple, c'est qu'on a des clubs de très petites villes. Tout simplement, pour être originaire de là-bas, il y a 3 clubs galiciens, des petits clubs comme le Ferrol, la ville de Franco, Orense, ma ville d'origine, et Lugo. Pour avoir vu les villes, les garçons, je crois que Pau et Limoges à côté, c'est gigantesque. Donc, tout simplement, c'est le début de l'âge d'or du basket espagnol. C'est l'époque où notamment George Gervin va jouer à Manresa. Ouais, effectivement, ouais, exactement. C'est fou ça quand même de se dire qu'une George légende Gervin, qui est comme ça a joué à Manresa. et aussi il y avait Ralph Sampson, il était passé par Malaga. Effectivement, ouais. Ouais, ouais. Bah, de toute façon,
Sabonis restera quelques années à Valence, j'allais dire, à Valladolid. Il restera 3 ans. Et malgré tout, le club, pendant ces 3 ans, bah, il finira à chaque fois en quart de finale de la ACB. Ils finiront vice-champion de coupe et ils feront une demi-finale de Coupe Korac, donc l'actuelle Eurocup, qui perdront contre la Virtus Rome. Donc voilà, on avait le championnat italien qui était toujours au top dans ces années-là. Et Sabonis, il sera quand même le meilleur rebondeur de la compétition, avec 15,6 rebonds par match. Je trouve ça juste énorme. Et celui C'est qui fera dingue. le plus de double-double, pardon, avec 12 double-double. Mais je sais pas si j'arrive pas à m'imaginer 15 rebonds par match. Enfin, je trouve ça juste fou, quoi. Ben, ce qui est quand même incroyable, c'est que son arrivée à Valladolid, en fait, ça coïncide un peu avec son changement de registre au niveau du jeu. C'est-à-dire qu'il a subi toutes ces blessures et le grand gaillard qui faisait les coast-to-coast, il est plus capable de les faire. Il se traîne un peu plus sur le terrain. Par contre, il compense avec un Q-basket et une technique qui sont largement supérieures à la moyenne et qui lui permettent de dominer. J'ai des stats juste sur une série de playoffs contre le FC Barcelone avec Valladolid où il met du 30 points, 14 rebonds, 35 points, 16 rebonds. Enfin, c'est fou. Il reste ultra dominant, mais son jeu est complètement différent. C'est plus le même joueur. Il faut quand même dire que pour sa première saison avec Valladolid, donc on vient de dire qu'il sort de saison avec blessure, 2 fois le tendon d'Achille, et sa première année, il fait quand même de moyenne 23,3 points, 13,5 rebonds, quasiment 2 passes, une interception, 3,6 contre, en shootant à 40% de moyenne à 3 points et en jouant 33 minutes. Donc c'est Ouais. quand même une ligne de stats plutôt correcte pour quelqu'un qui sort de 2 tendons d'Achille. Ah bah oui, bah de toute façon, j'ai vu qu'une seule fois un mec faire pareil, c'était Olivier en départemental 2 dans le Tarn, qui a fait ça pendant 3 saisons avant de se faire les croisés. J'ai jamais joué en départ. T'as jamais joué au départ? Jamais. Bah faut commencer mon grand, tu verras, hein, le basket de haut niveau, c'est à ce niveau-là. Je suis trop Non, vieux. puis pour ajouter, par rapport à ce qu'on disait sur sa période à Valladolid ou même avant au Žalgiris, on pourrait se dire qu'à l'époque, on aurait bien voulu voir déjà ce qu'il aurait pu donner en NBA, parce que vu comment il s'était imposé en Europe. Mais d'un autre côté, ça correspond aussi à une période où en NBA, les joueurs ont, à part Drazen Petrovic, voire Sarunas Marčiulionis, c'était des exceptions, les mecs là. Tu vois, ils n'avaient pas forcément une place de leader ou de star dans les rosters. Donc je me dis que quelque part, est-ce que c'était pas mieux de le voir en Europe dominer que dans la période-là, s'il aurait été en NBA, est-ce qu'il aurait eu la place qu'il aurait pu trouver? Encore une fois, c'est tout le débat. À la NBA, de toute façon, encore maintenant, ça reste une ligue d'opportunités, quoi. J'ai chopé une déclaration de Bill Walton qui à l'époque du coup officiait pour les Blazers, donc ils l'ont drafté pour de bon cette fois-ci en 1986 en 24e position, et du coup lui décide de rester en Espagne et Bill Walton dit: ce jeune type pouvait vraiment tout faire, il avait le talent de Bird et Maravich, il était aussi athlétique que Karim Abdul-Jabbar et il pouvait tirer à 3 points. C'est un excellent passeur et il pouvait aussi bien courir que dribbler. Au début des années 80, on aurait dû mettre au point un plan pour le kidnapper et le ramener à Portland. Donc il était ultra courtisé. Bon, ça devait envoyer des paires de chaussures et pas que, si vous voyez ce que je veux dire. Petite anecdote, ça vous dit une petite anecdote, alors qui n'est pas sur Sabonis, mais bon, je l'avais trouvé dans l'excellent bouquin. Alors pour tous les gars qui parlent espagnol, ça pourrait être top pour vous, qui s'appelle Historia del baloncesto en España. Qui est top. Et il y a une anecdote de fou, on en parlait tout à l'heure, c'est Tkachenko, Vladimir Tkachenko, qui signera en 90-91 à Guadalajara. C'est une petite ville en Espagne. C'est ça qui est fou quand même, c'est de se dire que même en deuxième division, on signait des Golgoth pareils. Et ben, ce grand gaillard était déjà blessé et il a dû prendre l'avion pour rejoindre la ville. Et il y avait le ministre de la Justice qui était assis, vous savez, près des ailes, les places où il y a plus justement de place. Et vu que le garçon faisait 2,20 m, on a demandé au ministre de se décaler pour laisser s'asseoir. Le ministre a dit non. Donc du coup, Tkachenko est revenu avec gros problème de dos dans son club à cause de ce trajet en avion. Je trouve ça ridicule. Quand on voit un gars de 2,20 m, je pense qu'il faut lui laisser sa place parce que peut-être qu'on va tuer sa carrière. Est-ce qu'on terminerait pas là-dessus sur Valladolid? Est-ce que vous avez d'autres anecdotes sur le gaillard? Alors, Valladolid, je crois qu'il y a une anecdote. Je crois qu'à l'époque, il roulait avec
un Renault Espace. Je ne sais pas si vous aviez vu. Si vous Écœurant avez le regardé. Renault Espace. Hein. Hein, ou pas. Écœurant le Renault Espace, je crois que c'est une des Ouais. voitures les plus moches que je connaisse. Donc, tu vois, à l'époque, il gagnait un peu de fric, mais il n'a pas encore une voiture de star, quoi. Alors après, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait ajouter quelque chose sur son passage à Valladolid ou le Renault Espace. Fallait surtout une voiture qui permette on va dire, de conserver le gabarit en état de forme. Parce que Voilà, franchement, je le voyais pas rouler en 400. exactement. Ouais, non, mais c'est clair. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas sur sa carrière au Real Madrid, à moins que vous vouliez rebondir sur ses exploits, enfin, alors ses aventures en équipe nationale avant de rejoindre le Real, puisque c'est en 92-93 qu'il rejoindra le Real Madrid. Donc, du coup, il y a l'été 92, si je me souviens bien. Un mini truc juste avant. Ouais. 1989, vous en avez parlé hein, de l'Eurobasket quand vous avez fait votre l'épisode sur l'ex-Yougoslavie. Ça n'a pas vraiment de lien avec Sabas, mais si vous avez l'occasion, regardez les performances de Nick Galis notamment sur cet Eurobasket. J'ai regardé histoire de voir s'il y avait quelque chose par rapport à Sabonis et j'ai vu qu'en fait Nick Galis était à 35 points de moyenne sur la compétition et qu'en fait la Grèce donc bat l'URSS en demi-finale. C'était ça le lien avec Arvidas. La Grèce gagne 80-80, Nick Galis met 45 points. Ouais, Voilà. c'est ça. Et je savais pas si j'avais la bonne date, tu vois. Mais j'ai lu ça tout à l'heure, je me suis dit, mais 45 points en match Sur FIBA. 80. Sur 80. Sur 80. Et puis, tu sais, tu connais Galis, c'est toujours les mêmes shoots. Là. C'est un tir à mi-distance où il reste très longtemps en l'air, ça rebondit sur le dessus de l'arceau et ça retombe finalement dedans. Et tu te dis, mais ouais, il a un touché de fou. Enfoiré. C'est juste fou, quoi. Lui, Galis, on pourrait regretter de ne pas l'avoir vu en NBA, mais comme j'ai dit, après, voilà, c'était une autre époque. Mais il a fait toute sa carrière en Grèce, tu vois. À la limite, s'il aurait pu aller dans un championnat comme l'Italie, notamment, j'aurais bien aimé voir ce que ça aurait pu donner. Mais à l'époque, bon, le championnat grec était devenu, avec le temps, un peu plus compétitif. Il y avait de l'argent, donc voilà. Mais il aura fait une grosse carrière, quoi. Puis il y avait ses racines aussi. Hein. Ouais, c'est clair. Ah, c'est Il y clair. a notamment un match où la sélection grecque ira jouer contre North Carolina et il mettra une correction à Michael Jordan. Si vous pouvez aller voir les stats, je me rappelle plus, mais allez voir, c'est juste un truc de fou. Il est défendu par Michael et il lui met une pilée sans nom. Ouais, j'en ai entendu parler. Mais de toute façon, faudra qu'on fasse un podcast sur Galis. Mais il y a des choses à dire. Hein. Il y a un petit côté storytelling, tu vois. Le gars né d'une famille grecque dans le New Jersey, il revient en Grèce, ça devient une star là-bas, tu vois. C'est énorme, quoi. Moi, j'adore. Ouais, exactement. C'est super intéressant. Est-ce qu'on parlerait pas des JO de 92 puisque bien sûr il va faire les JO de 92 sous le bannière de la Lituanie, qui seront les premiers JO de la Lituanie hors, on va dire, de la sphère soviétique. Est-ce que quelqu'un voudrait en parler? Parce que je vous avoue que c'est quelque chose qui, pour moi, est vraiment important. Je peux déjà dire une chose par rapport à ça. Ils en parlent dans le documentaire The Over Dream Team. À l'époque où ils commencent à faire la sélection lituanienne, ils ont quand même un peu besoin d'un peu d'argent, quoi, pour financer l'équipe nationale. Et au moment-là, les joueurs lituaniens ont pas mal de liens avec les États-Unis. Et Marčiulionis connaît un chanteur d'un groupe de rock dont je me souviens plus le nom. Donc après, Grateful Dead. Full Dead. Voilà, Grateful Dead, voilà. Et il va à leur concert. Et là, au moment-là, un des mecs du groupe de rock lui propose carrément, pourquoi pas, de faire des t-shirts pour la sélection et tout. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura les fameux t-shirts un peu rock'n'roll, avec marqué Lietuva, mais avec les t-shirts avec les têtes de mort ou assez colorés. Donc déjà, il y aura ça. Et puis je dirais que ce qui est marquant dans ces JO, c'est que ils perdent en demi, mais ils vont quand même gagner le match pour la troisième place. Face à, si je ne me trompe pas, c'est face à l'équipe unifiée, qui est un peu on va dire, un reste de ce qui reste de l'Union soviétique. Donc il va être contre notamment Sacha Volkov, qui a accepté pour jouer pour cette fameuse équipe unifiée.
Et c'est là où la Lituanie va gagner la médaille de bronze. Donc tout un symbole, quoi. Pour eux, c'est battre cette équipe-là, c'est un peu comme battre l'URSS, quoi. Ouais, bah, Sabonis dira nous ne pouvons pas perdre, il n'y a pas de possibilité que nous puissions perdre. 82-78 score final avec 27 points, 16 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 2 contres, tout ça en 33 minutes. Et je puis crois Marciulionis, 29 pions. C'est du solide. et je crois qu'en demi, je crois que c'est contre la Croatie qu'ils perdent, parce que je sais pas s'ils vont croiser les États-Unis pendant la compétition. Il les croise, ouais, mais il Il s'incline perd les 127 à États-Unis 76. en demi, ouais. Ok, d'accord. Ouais, mais c'est fantastique parce qu'effectivement, il y a une émulation folle autour de la Lituanie. Tu parlais du groupe Grateful Dead. Tu as aussi. En fait, Marciulionis fait marcher toutes ses connexions aussi outre-Atlantique. Tu as Donnie Nelson, le fils de Don Nelson, qui est assistant aux Warriors à cette époque-là, qui va aussi grandement contribuer au développement de la sélection lituanienne, aidé aussi par son père Don. Et voilà, il y a tout cet engouement, il y a cette super finale revanche face à l'URSS. Enfin, l'histoire est incroyable et il y a des photos qui tournent où effectivement on les voit avec ces t-shirts en sortie de bus, ils sont heureux. Et pour la petite anecdote, Sabonis ne sera même pas présent en fait à la remise de la médaille sur le podium. Apparemment, il avait été retrouvé dans comment ça s'appelle le coin des joueuses, des sportives féminines. Ouais, c'est ça. Et il était complètement ivre. Donc Oh, voilà. tout de suite, ça Concours de- affiche. C'était pour un concours soi-disant un concours de bras de fer avec plusieurs athlètes et à chaque fois que tu perdais, il fallait prendre un shot. Voilà. Il n'a pas dû passer une très bonne soirée, le bon vieux Arvidas. Je pense que Sabonis prenait les shots même quand il gagnait. J'imagine, ouais, il paraît qu'il avait une sacrée descente. En même temps, quand on voit le Golgoth, avant de le coucher, je pense qu'il fallait quelques bières. Du coup, l'année 92-93, le grand Arvidas ira tout simplement jouer dans le plus grand club au monde, s'il en est, le Real Madrid. C'est sa première année. Et tout simplement, bah, ça va être une boucherie ces quelques années, parce que rien que la première année, bien sûr, il est champion, avec 25 victoires pour 6 défaites. Et puis dans son équipe, il a quelques joueurs comme notamment Antonio Martin, le frère de Fernando. Joe Wallace, Mark Simpson, Ismael Santos, ce genre de joueur, on verra que par la suite il sera encore mieux accompagné. Et c'est ça qui est fou, c'est de se dire que bah, au final, à chaque fois il passe un palier et que on commence à se dire que bah, le monsieur commence tout simplement à être une légende vivante. Euh, il ira faire encore mieux puisqu'avec le Real, il jouera dans les compétitions européennes et il aura de très beaux résultats. Ils finiront premier de la Coupe des clubs champions et puis malheureusement ils s'inclineront face au Limoges CSP cette année-là qui ira gagner le titre. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus, Romain? Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Première année au Real, il tombe sur Michael Young et Richard Dacoury. Et puis en demi-finale, il s'incline de 10 points. Voilà. Pour moi qui ai regardé le reportage sur le CSP de 93 il y a 2 jours, ça m'a mis quelques frissons de se dire que ben, l'équipe de ma ville a tapé le grand Arvidas Sabonis. Bon, après, je vous épargne la finale avec Kukoc, mais du coup, ouais, ils se sont croisés en demi-finale et malgré les 19 points, 10 rebonds d'Arvidas Sabonis, ben, ils sont obligés de mettre le genou à terre et de laisser cette petite équipe que personne n'attendait à ce niveau-là aller conquérir le titre. Et Énorme. puis en plus, ils perdront même le match pour la troisième place face au grand PAOK Thessalonique. Bon, c'est une saison juste énorme, hein. C'est 16,5 points par match. Il est meilleur contreur de championnat, 59 comptes sur l'année et à peu près 2 comptes par match. Euh, je pense que le passage de Sabonis au Real Madrid est juste énorme parce que il doit faire oublier, je crois, Drazen qui est parti l'année d'avant euh, en NBA. Et donc du coup, on a une légende qui en chasse une autre. Et puis c'est juste fou parce qu'au final, malgré tout ce qu'on peut dire sur Sabonis, bah, le type, il a quand même joué dans un des plus grands clubs au monde et ça compte sur un CV. Est-ce que vous avez d'autres anecdotes ou même juste des chiffres sur les 3 ans passés à la Casablanca, au Grand Real Madrid pour Sabonis? J'ai quelques Alors, éléments. juste sur le palmarès, du coup, 93-94, il a 2 ACB et 93, il a aussi la Coupe du Roi.
Et 95, du coup, il remporte l'Euroleague, il est MVP du Final Four. Donc, D'ailleurs, cette saison de 95, il est aussi MVP européen. Il gagne l'Euroleague. Il fait une série là qui est toujours en cours, hein, de 7 double-double consécutifs en 15-15. c'est son interception. J'ai pas entendu. Ouais, tu peux répéter Mathieu? Il y a eu un petit bug. Ah, désolé. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Parfait. Ouais, je disais qu'il avait du coup remporté 2 ACB en 93-94, plus la Coupe du Roi de 93, 95 du coup également l'Euroleague dont il est élu MVP du Final Four. Et voilà, ses statistiques sur les 6 années en Espagne, donc Valladolid plus Real Madrid, c'est du 20 points, 12 rebonds, 2 passes, 2 contres et une interception. Donc costaud. Est-ce que vous voulez une petite anecdote sur le titre de Limoges et la déclaration de Sabonis? Romain, prends un petit lait, délecte-toi, pose-toi tranquillement dans un canapé et écoute. Toujours tiré du bouquin espagnol dont je vous parlais, les gars. Nous avons perdu parce que nous avons eu peur. Et je ne comprends toujours pas comment une équipe comme Madrid peut avoir peur. 52 points, qu'est-ce que c'est ça pour gagner? On a joué comme des merdes, on a été débiles et on mérite de perdre. Voilà, ça c'est fait. J'espère que ça t'a fait plaisir, Romain. Ah oui, bah d'autant plus que Richard Dacoury à l'époque avait dit que le Real était clairement favori. Donc on les avait mis tellement bien qu'ils se sont laissés surprendre et puis bah, la suite appartient à l'histoire. Exactement. Euh, du coup, on a une deuxième saison en 93-94 où ils seront également champions. Et je vais juste vous donner quelques joueurs dans le roster. Alors bon, il n'y a pas eu beaucoup de changements, mais quand même, il y avait des sacrés joueurs. Il y a Kurt Naitis qui sera dans le roster, il y avait Antonio Martin, José Lassa, Nacho Romero, Sabonis bien sûr, Javier Garcia. Mais il y a l'arrivée d'un petit gars. Aujourd'hui, on le connaît, il a les cheveux blancs, il fait 2-3 pubs, c'est Joe Arlocas. Et de se dire qu'on a dans l'équipe Sabonis, Kurt Naitis et Joe Arlocas, je pense que ça vaut le coup d'œil. C'est quand même fou de savoir que autant de légendes étaient dans le même roster à Madrid, et ça démontre encore une fois la capacité d'attraction de la Casablanca. Est-ce qu'on passerait pas à ces prouesses en équipe nationale, et notamment au championnat d'Europe 95, avant de passer à la NBA? Alors juste pour sa saison en club en 95, alors, il y a un excellent article, hein, des copains de Basket Rétro, d'ailleurs, sur sa saison 95. Juste donc Mathieu était revenu sur les awards qu'il a eu. Donc, en gros, il a tout gagné, hein, au niveau que ce soit des compétitions ou des récompenses. Juste sur ses moyennes sur l'année et sur ses stats, il fait une série de 7 double-double consécutifs en 15-15 en Euroleague. 7 à la suite. Il fait un carnage et au championnat du monde en 95, non, à l'Eurobasket en 95, pardon, la Lituanie élimine la Russie, qui était finaliste du mondial 94, et en finale, Arvidas, c'est 33 points et 14 rebonds. Puis ensuite, il gagne l'Euro contre la Croatie, il reprend 17 rebonds dans une finale où Djordjevic mettra 41 points et Marciulionis 32. Voilà, je pense qu'on va revenir là-dessus, j'imagine. C'est la Serbie qui bat en finale, hein. Oui, ils font médaille d'argent, pardon, autant pour moi. Ouais. Ah bah, le match face à la Yougoslavie en finale est carrément fou, hein. C'est un match à voir. Donc il y a des vétérans de la Lituanie justement, il y a encore les Komisius et Kurtinaitis qui sont présents. Marciulionis c'est énorme. Je crois qu'en plus de mémoire, Sabonis est limité par les fautes. Et il y a un arbitrage qui est un peu litigieux sur la fin, avec les Lituaniens qui sont même prêts à boycotter la fin de match. Il y a un refus de revenir en jeu après un temps mort. Et finalement, c'est Djordjevic qui va s'adresser à Marciulionis pour que les joueurs reviennent finir le match sur le terrain. Mais la rencontre est incroyable et le box score est fou. Et il n'y a que des légendes en fait, du basket européen sur le terrain. Ouais, avec c'était assez compliqué. On va dire qu'il y a eu beaucoup d'embrouilles. Avant de passer à la NBA, je voudrais juste vous faire part d'une citation parce qu'on parlait d'embrouille. Voilà, Sabonis, c'était aussi le genre de mec qui aimait bien, comme on l'a dit, les duels de bras de fer, boire un petit coup, mais aussi mettre des grands cartons dans la tête des adversaires. En témoigne un match dans lequel le Real Madrid recevait le club de la Corren Orense. Bon,
ville dont je suis originaire, mais bon. On va pas s'étendre là-dessus. Et le pivot de cette équipe d'Orense aura fait le malin avec Sabonis et aura reçu tout simplement un coup de crâne, le couchant par terre. La suite sera une bagarre générale. Puis Chandler, un des autres joueurs de l'équipe, ayant essayé d'en mettre une à Sabonis, voyant la réaction de Sabonis, George Lucas dira Sabonis n'était pas du genre expressif, il s'est tourné de manière très simple avec un regard de tueur, me disant je vais le détruire. Chandler ayant compris, parti en courant. Voilà. Honnêtement, en fin de soirée, sur un terrain de basket n'importe où, et même avec 10 bonhommes avec moi, j'irais pas embrouiller Sabonis. je pense qu'il a été un peu fifou, Chandler, sur ce coup-là. Est-ce qu'on passerait pas à la NBA, les gars? Ouais. Let's go. Alors, enfin, Sabonis ira rejoint NBA et pas dans n'importe quelle franchise, dans la franchise des Portland Trail Blazers. Est-ce que quelqu'un veut commencer à parler justement de cette carrière NBA qui commence enfin? C'est vrai que Sabonis aurait été, on va dire, une légende et tout le monde aurait voulu le voir plus tôt en NBA. Malgré tout, il arrive seulement à cette année-là, lors de la saison 95-96, si je me souviens bien. C'est ça, la saison 95-96. Il arrive et donc il passe la visite avec le staff médical des Blazers. Il y a un des médecins qui regarde les radios des genoux de Sabonis et qui lui dit mais en fait c'est juste pas possible de marcher, il y a de l'arthrite partout, les genoux sont abîmés et la déclaration aussi que sort Sabonis c'est si un jour je n'ai plus mal, je penserai que je suis mort. Il vivait avec la douleur en permanence, il était vraiment abîmé, mais il est prêt à relever le défi de la... Ah, il y a ton micro qui bug, Mathieu. Ouais, ben, pour ajouter à ce que dit Mathieu, c'est vrai que tout le monde dit ils lui font des radios et là, ils se rendent compte que le mec, il n'a pas les genoux en super état. Et en plus de ça, tu te dis, ben voilà, le mec, il est cassé de partout. Il arrive en NBA. Bon, certes, il a quoi? 31 ans. Mais finalement, ce qui va se passer après, moi, il va m'impressionner, le mec, quoi. Parce qu'il va réussir quand même à devenir un joueur majeur en NBA. Je veux dire, après, si tu regardes les stats, il n'a pas les. C'est pas du 20 points de moyenne par match et tout. Mais à l'époque, on est dans les années, milieu des années 90. Un Européen comme ça qui vient des années après en NBA, sachant que à l'époque où il était encore sous l'Union soviétique, il ne pouvait pas y avoir accès. C'est incroyable, quoi, le gars, comment il va réussir à s'imposer. Et moi, c'est ça que je retiens, c'est que pour nous, en Europe, c'est une légende, c'est une star, mais là, il arrive aux États-Unis, il a tout à prouver, et il va quand même réussir à impressionner tout le monde. Sachant que ses stats sont excellentes si tu les rapportes à 36 minutes. Exact. Parce qu'il joue 25 ou 26 minutes par match en moyenne sur sa carrière, 24 minutes en carrière. En playoff un peu plus, hein, il le mettait sur le terrain un petit peu plus, il produisait moins, mais tu regardes, il est quand même, c'est un joueur qui est en 14-8 je crois de moyenne en carrière en 24 à 25 minutes de jeu, c'est pas mal. Hein. C'est clair. Ouais, là, j'ai les stats sous les yeux. Puis attends, en playoff, une année en 96, sur 5 matchs de playoff, donc à mon avis, ils ont joué que le premier tour, il faudrait que je vérifie, mais il fait du 23,6 points, 10,2 rebonds quand même. C'est pas mal. Que le premier tour avec Arvidas jusqu'en 1999. Exact, ouais. Donc après, c'est beaucoup. C'est réduit, quoi. Les autres années, il fait 4 matchs de playoff, donc c'est toujours du premier tour. Il tourne à 11 et 12 points de moyenne, mais 6,5 rebonds, 7,8 rebonds. Donc tu vois, il est assez régulier. Et puis bon, pour un mec qui a pu forcément, qui est plus au top physiquement, il arrive à réinventer son jeu et c'est ce que je retiens. Il est énorme. Et puis en 97-98, il tourne à 16 points, 10 rebonds et 3 passes de moyenne, quoi. En à peu près 73 matchs et 32 minutes de jeu. Donc 49% au shoot, notamment. Donc c'est avec à peu près 80% au lancer franc. C'est énorme, énorme. Alors, vous êtes parti quasiment sur la fin là, avec ses stats sur la fin de son passage à Portland, mais du coup, faut noter que pour un rookie de 30 balais, il finit du coup dans la première équipe de rookie
en 96. Et pour un petit peu reprendre ce qu'était en train de dire Mathieu avant que ça coupe, le médecin des Blazers, qui s'appelle Robert Cook à l'époque, va s'adresser au GM de l'équipe et il va lui dire Arvidas aurait pu obtenir une place handicapée pour sa voiture rien qu'en voyant ses radios. Voilà. Donc à cause de ses blessures, pour lui, Au ça lui moins, paraissait terrible de pouvoir jouer encore à cette époque. au moins c'est carré, c'est dit. Mais bon, c'est vrai que les entraînements des équipes soviétiques étaient très intenses et souvent ça a été rapporté, que ce soit dans le hand, dans le basket et les autres sports, que c'était assez violent. Et puis le mec a commencé très tôt aussi. C'est juste fou parce que au final, quand on connaît le suivi médical à l'heure actuelle on va dire des joueurs de basket qui sont des étalons, des bêtes de compétition, c'est-à-dire que le mec arrive à 30 ans en NBA, domine malgré tout. Et alors qu'il est sur une jambe et demie, c'est fou quand même. Alors, il est sur une jambe et demie. Moi, il y a un truc que je voulais ajouter là. Je rebondis sur ce que disait Mathieu. Donc, il est deuxième du classement de rookie de l'année. Mais vu qu'il avait commencé en étant remplaçant, il est aussi deuxième du meilleur sixième homme de l'année. Donc, la même année. Et c'est quand il est mis sur le terrain que Portland commençait à aller mieux. Ils étaient loin au classement pour les playoffs et finissent par 17 victoires sur 20 matchs pour arriver à décrocher la 8e place pour les playoffs. Bon, ils se feront sortir par le Jazz, il me semble. Et la petite anecdote sympa, c'est que donc, la salle de Portland actuellement, qui est maintenant appelée le Moda Center, qui est une super salle de NBA, s'appelait avant le Rose Garden, et le premier match de Sabonis correspond au premier match dans le Rose Garden. Ça, c'est pas mal, ça, c'est une belle anecdote, je savais pas. Même si bon, c'est quand même beaucoup plus stylé Rose Garden que Moda Center. Ouais, et Malgré puis tout, ouais. il aura quand même connu les Blazers, la période avec, quand il commence au début sa saison rookie, avec Cliff Robinson et Rod Strickland. Et ensuite, tu auras les années 2000 où là, ça sera la période des Rashid Wallace notamment. Il y aura Pippen, même s'il est Jay en fin de Blazers, carrière. Ouais, les Jay Kenny Blazers, Anderson. voilà. Un peu, un peu une équipe de cassos, quoi. Donc c'est vrai que ça fait bizarre de voir Sabonis au milieu de ces gars-là, mais il gagnait, quoi. Donc, Et alors, Il y a un une anecdote Vas-y. avec Rashid Wallace. C'est en 2001 face aux Lakers, il me semble. Et du coup, en fait, Sabonis tente un flopping sur le Shaq. Et en retombant, en fait, il donne malencontreusement un coup de coude à son coéquipier Rashid Wallace. Du coup, temps hors demandé par les Blazers, ils rejoignent le banc et Wallace en fait envoie sa serviette avec laquelle il vient de s'éponger le front luisant de sueur sur la tête de Sabonis. Il crie dans tous les sens. Enfin, on imagine bien Rashid Wallace, on connaît le garçon. Il crie, il insulte Sabonis de tous les noms. Sabonis reste calme sur le banc, il dit rien. Les coéquipiers savent pas trop quoi faire. Wallace continue. Et puis Sabonis, toujours calme, finit par dire lentement « je vais le tuer ». Et là, il y a un des coéquipiers de l'équipe qui va voir Rachid et lui dit calme-toi, gros, parce que là, il va te déglinguer. Et voilà, c'est tout de suite calmé parce qu'il s'est dit je risque gros si lui, il s'énerve. Mais pour lui, c'est sûr que c'était compliqué de jouer dans un contexte pareil. tu m'étonnes. mais je Rachid Wallace, en fait, c'était comme Kevin Garnett. Une grande bouche, mais derrière, dans la bagarre, il n'y a plus grand monde. C'est clair, mais je crois que j'avais vu 2-3 matchs comme ça où il s'était un peu accroché. Rachid Wallace faisait un peu le malin et tout, mais c'est vrai que c'était un contexte un peu particulier pour lui. Après, il y a quelques années, Rachid Wallace est revenu sur le rôle qu'avait eu Sabonis sur l'évolution de sa carrière, dans le sens où c'était un pivot tellement solide, poste bas et bon passeur qu'il avait permis, lui, d'évoluer comme les postes 4 modernes, hein, ce que Rachid Wallace était. C'était déjà un poste 3 à l'époque, mais ensuite 4 qui stretchait. S'il n'avait pas eu un pivot aussi capable de fixer, de donner, de pouvoir jouer post-up pour ensuite écarter toute la défense, il n'aurait jamais pu évoluer comme ça et avoir l'énorme carrière qu'il a eu derrière. Bah, Ouais, c'est sympa c'est sympa raison. Ouais. qu'ils le reconnaissent. Et Ouais, juste pour la il saison y a une vraie 96, polyvalence. parce qu'on approche de la fin de carrière en équipe nationale de Sabonis. Il va plus jouer beaucoup de compétitions, il va en jouer que 2 hein, exactement. En 96, il joue les Jeux Olympiques d'Atlanta. Ils sont encore médaille de bronze. Lui, il est en 17-10-3 de moyenne à 21 minutes de jeu. Voilà.
Plutôt correct. En fait, il aurait eu des stats de mammouth tout au long de sa carrière. C'est ça qui est juste fou, quoi. Parce que même quand il joue moins, si tu rapportes sur du 30 minutes de jeu, 35 minutes de jeu, c'est juste énorme. Euh, donc du coup, ouais, il jouera quelques années à Portland, 5 ans au total, avant de faire une petite pige au Žalgiris Kaunas, de retourner à Portland et terminer 2 ans sa carrière au Žalgiris Kaunas. Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir sur ce passage entrecoupé entre le Žalgiris et les Blazers? En 2002, il y revient en Žalgiris, mais il ne joue pas un seul match de la saison. Il ne se sera pas entraîné, il sera reparti à Portland en cours de saison. À cause de blessures. D'accord. Ah ouais, d'accord. Donc à ce moment-là, il se posait des questions sur le fait de terminer sa carrière? Exactement. Et Portland le rappelle pour une pige en 2002-2003, quand ils font la transition avec les départs de Jermaine O'Neal et l'arrivée de Zach Randolph. D'accord, ok. Ouais. Et ouais. Et Jell Blazers, toujours. Ok. Ouais, du coup, il retrouvera. C'est en 2003 qu'il retrouve le Žalgiris Kaunas. Bah, et du coup, il jouera l'Euroleague. Et c'est ça qui est fou, c'est que ce sera plutôt correct ce qu'il va produire, puisqu'il terminera meilleur rebondeur de l'Euroleague avec 10 rebonds par match et meilleur contreur, 1,8 contre. Je trouve ça juste fou. Et je crois que Il est c'est. MVP de la saison, hein. Il est MVP de la saison? Ah, je savais pas MVP de la ça. saison et du top 16. Et il a 39 ans. Et il a la meilleure évaluation d'Euroleague sur la saison, qui reste à ce jour la 3e meilleure évaluation de l'histoire en Euroleague. C'est juste incroyable. C'est, enfin, c'est là qu'on voit les vraies légendes, c'est que même le mec avec des genoux moisis, plus vieux, même vieux, pour un sportif professionnel, et de retour après toutes ces expériences, ben, il revient quand même et il fait le boulot, c'est ça qui est fou. Si je me souviens bien, alors je sais plus si c'est cette année-là, si c'est l'année 2003-2004, mais ils perdront en demi-finale d'Euroleague contre le Maccabi qui ira gagner la finale, si je me souviens bien. Il y avait un truc comme ça, je crois. Puisque, C'était sa période de snap, je ne saurais pas te dire. parce qu'il y avait dans le reportage de l'Euroleague, ils en parlaient notamment. C'est l'année où Charas il gagne le titre avec le Maccabi, leur premier titre de l'Euroleague, je crois, sur le doublé. J'ai un doute. Je regarderai ça. Mais ouais, c'est vrai que Alors en 2003-2004, le Žalgiris s'arrête au top 16. top 16. Et ils sont dans le même groupe effectivement que le Maccabi. Et le Maccabi va gagner face à la Fortitudo Bologne. Ah oui, je confonds les 2 années. Et c'est l'année d'après où ils vont en demi. Et là, ils perdent. En demi contre le Žalgiris. Et contre le Maccabi qui gagnera la finale. Et tu vois, je Et savais c'est là pas. qu'il y a la fameuse passe de malade de Gour pour Massé. Non, c'est pas Massé au Baston. Je sais plus qui c'est le meneur ricain du Maccabi qui met un shoot avec un hang time de malade et qui fait gagner d'1 point, je crois, le Maccabi. Anthony Parker. Non. Derek Sharp. Derek Sharp, exactement, merci. Ah ouais, gros shooter. Ouais. Mais tu vois, je savais pas, Sabonis, qu'en fait, il avait d'abord fait enfin, il avait, après son retour de NBA, il avait fait les Žalgiris, il était retourné à NBA et il était revenu aux Žalgiris. C'est dingue ça. Et pourtant, c'est pas dans des années où il y a un lockout. Donc tu vois, il a pu retourner à NBA après à Portland et ensuite revenir aux Žalgiris une deuxième fois, enfin une troisième fois. Mais C'est c'est ce qu'a dit Olivier, c'est que si tu veux, il se posait la question d'arrêter et il n'a pas joué un seul match en étant en Žalgiris l'année entre 2 années en NBA. Ah ouais, donc ouais, effectivement. Il y a un truc assez fou avec Sabonis qui me marque moi personnellement, dans le sens où il est assez patriote et enfin, c'est pas étonnant vu le contexte dont on a parlé entre l'URSS et la Lituanie. Et je sais pas si vous le saviez, mais il avait créé une école qui s'appelle la Sabonis Basketball School, dans laquelle il ouvre à pas mal de gamins avec beaucoup de cours en langue anglaise, ce qui fait que beaucoup de joueurs de haut niveau lituaniens comme Matsiulis ou Jankunas parlent un anglais tip-top, et ce qui fait qu'ils s'adaptent plutôt bien dans les équipes européennes. Ça, je le savais pas. Et en 2011, il est élu président de la Fédération lituanienne de basket. La boucle est bouclée. C'est juste fou. C'est magnifique. Et il démissionne en 2014, c'est ça? Ouais, pour des problèmes de santé. D'accord. Ah oui, il avait eu un arrêt cardiaque, un truc. Non, une crise cardiaque, un truc comme ça?
C'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. En jouant un match de gala, je crois, ou un truc comme ça. C'est vrai? Je crois, hein. Mais Ah, après, je tu croyais vois, qu'après sa carrière de basketteur, il pouvait plus marcher. pour, Le mec, il pousse encore. rapport à l'école de basket, là, où le truc où il fait des formations jeunes, je suis pas étonné parce que bon, le mec, c'est une légende vivante déjà dans le basket européen et notamment en Lituanie. Là-bas, c'est un dieu, le mec, quoi. Et, mais pour Martulionis, je savais, tu vois, parce que Martulionis, si peut-être on ferait un podcast aussi sur lui, mais ce qui est énorme, c'est que on parlait des JO de 92, mais moi, ce qui me frappe chez Martulionis, il avait un côté un peu businessman comme ça. Olivier disait qu'il faisait marcher ses relations, mais c'est vrai que si tu veux, la Ligue lituanienne de basket, je crois que le gars qui l'a fondée, vous me dites si je me trompe, mais je crois que c'est Sarunas Martulionis, toi. Alors qu'à l'époque, il était encore joueur au Golden State Warriors. Donc tu vois, c'est dingue. Dans le Run TMC. Ouais. Ouais, bah oui. Je sais pas si c'est vrai, mais ça m'étonnerait pas. C'est vrai ils avaient un gros attachement au maillot. Et c'est ça qui m'intéresse maintenant. On parlait d'attachement au maillot. Qu'est-ce que vous retenez de Sabonis et qu'est-ce que vous espérez pour le futur, que ce soit de la Lituanie ou également de son fiston? Moi, à titre personnel, quand je regarde toutes les stats de Sabonis, bah, je me rends compte que le garçon, il a tout gagné. L'Euroleague. Tout simplement les trois compétitions majeures, Jeux Olympiques, Championnat du Monde et Championnat d'Europe. Et pour boucler la boucle, j'aimerais bien que son fiston gagne un jour un titre NBA. Comme ça, à deux, entre papa et fiston, ils auront tout gagné. Tu parlais d'héritage, là, Corentin, il y a un truc Ouais, c'est paraît pas mal. important de souligner, c'est la longévité. Mais la longévité à haute performance. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui jouent pendant 25 ans. Il y en a un en ce moment au Real Madrid, moi que j'adore, hein, Felipe Reyes, mais il est là pour accompagner les jeunes, quoi. Si on prend la carrière de Sabonis, son premier titre majeur collectif, c'est en 1982, et en 99, il refait une médaille en Eurobasket, donc 17 ans après, en étant toujours titulaire et en produisant toujours au moins 15-10 à tous les matchs. Et pour ce qui est des, des récompenses individuelles, en 1984, donc l'année de ma naissance, 1984, il est MVP européen. Et il est de nouveau l'équivalent de MVP européen, puisqu'il est MVP de l'Euroleague en 2004. C'est-à-dire que pendant 20 ans, il est au top du top du top du basket européen. Il faut se rendre compte ce que c'est de 20 ans quand on est en intérieur, quoi. 20 ans à dominer en étant capable de faire évoluer son jeu. Pour moi, son héritage, c'est ça. C'est sa capacité à, en plus d'avoir des qualités physiques naturelles, intrinsèques incroyables, avoir fait évoluer son jeu et montrer en gros que quel que soit le type d'intérieur que tu peux être, tu as moyen de dominer. Ouais, et puis, tu voulais dire, Mathieu, avant que je prenne la parole? Oui, c'était juste pour ajouter, du coup, c'est assez fou parce qu'il se retrouve du coup Hall of Fame FIBA, le Basketball Hall of Fame, parmi les 50 contributeurs de l'Euroleague. Et il a aussi remporté des tas de distinctions sportives via la presse, notamment 6 Euro en 85 et 97. Donc sa récompense, elle est totale et à tous les niveaux, et sur plein de décennies effectivement différentes. Donc un joueur à la longévité extraordinaire, mais vraiment au plus haut niveau. Et le meilleur joueur lituanien de l'histoire, à mon sens. Ouais, et puis moi, ce que je retiens, c'est par rapport aux multiples blessures qu'il a eues. Quand tu sais qu'il mesurait 2,20 m, 2,21 m, quand tu vois les joueurs qui font à peu près cette taille-là, voire plus, quand tu repenses à Ilgauskas ou Yao Ming ou même Murizan, c'est des joueurs. Tu vois, déjà, Yao Ming et Murizan, ils étaient beaucoup plus grands déjà, mais après, ils n'ont pas pu avoir une carrière avec une longévité exceptionnelle comme ça parce que le fait qu'il soit déjà très grand, ça pèse un peu sur les genoux. Et donc, tu vois, lui, vraiment, malgré le fait qu'il ait eu des blessures, il a su à chaque fois réinventer son jeu et tout, être au niveau, notamment NBA. Donc, c'est ça, moi, c'est ça qui me marquera, quoi. Parce que des mecs de cette taille-là et qui réussissent à faire une carrière avec une telle longévité, je ne sais pas s'il y en a eu beaucoup. Déjà, Tkachenko, dont on parlait, l'Ukrainien qui a joué aussi en équipe d'Union soviétique, lui-même, après sa carrière en URSS, quand il commence à jouer un peu en Espagne,
il est déjà quasiment foutu, quoi, le gars. Je veux dire, il est cassé de partout. Et Sabonis, lui, le gars, comme vous disiez, les médecins des Blazers le regardent un peu les radios. Ils se disent, bon, bah, il a les genoux dans un état déplorable. Et il arrive quand même à faire carrière, quoi. Il arrive quand même en NBA, malgré le fait qu'il soit arrivé tardivement. Il arrive à s'imposer. Et moi, je dis, c'est énorme, une légende. Exactement. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose avant de clore cet immense épisode sur l'immense Sabonis? Bah, Bon, moi, tu as parlé de son fils. Et du coup, comme je vais te rejoindre sur un point, c'est que j'aimerais que le fils donc Domantas termine un petit peu ce que n'a pas pu faire Arvidas. Et ce que je trouve rigolo, c'est que du coup, Domantas est né à Portland, dans la ville là où jouait son père à l'époque. Il est passé par l'université, son père non. Et du coup, moi je dis pour faire du storytelling, mais alors idéal de idéal, ça serait bien que il gagne un titre NBA du côté de Boston parce que du coup il avait déclaré que c'était l'équipe préférée de son père. Et voilà, donc je trouverais que la boucle serait bouclée à ce niveau-là s'il finissait par remporter une bague avec l'équipe préférée de son père, en sachant que il fait un petit peu tout l'opposé de ce qu'a fait Arvidas en NBA. Et en plus, Arvidas était droitier, Domantas est gaucher. Donc ça fait un combo père-fils quasiment parfait. Et pour conclure, ce que j'ai envie de dire, c'est que Sabonis, j'ai envie que, à l'image d'un Drazen Petrovic dont on a beaucoup parlé, les jeunes générations s'en inspirent comme a pu le faire Olivier à son époque, parce que j'ai l'impression que c'est un joueur qui peut traverser les époques. C'est du très beau basket et ce n'est pas juste sauter et claquer des dunks. C'est une panoplie hyper complète, un joueur ultra élégant, malgré un physique de monstre. Voilà, c'est une armoire à glace, c'est un bout de la muraille de Chine si on veut, mais ça a des doigts de fée. Et du coup, voilà, pour moi, il faut retenir ça aussi, c'est que c'est un des joueurs ultimes qu'on a eu dans le monde du basket. un bout de la muraille de Chine, c'est énorme, ça je le ressortirai. Un Alors, bout Je te donne les droits. du mur. juste Ah un ouais, truc. elle est énorme. Ah, ça, je répéterai. C'est à garder, ça. Olivier, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, déjà, on va se calmer sur à ton époque, Olivier. Je t'emmerde. Euh, Oh, la violence! Eh, on se détend, hein. Non, je t'aime fort en plus, Romain. Mais ça fait mal à ton époque, j'y crois pas, quoi. Mais c'était il y a Euh, longtemps. à l'époque du noir et blanc, ouais, non, mais t'as raison en plus. Juste, Olivier, je voulais sur les rebondir sur playgrounds, un petit truc. Je sais pas si vous avez vu cet article, c'est sur medium.com, c'est un mec qui s'appelle Keith Smith, qui Ouais, je l'ai lu. en 2017, voilà, The Original Unicorn. Euh, alors, je peux pas m'empêcher de faire des comparaisons tout en disant que je supporte pas de faire des comparaisons, mais je vais complètement assumer mon ambivalence. Euh, Il y a quelque chose qui est dit qui est assez juste, je trouve, dans cet article. Il y a une bascule, hein. Il y a vraiment une bascule en 92 là, dans le profil de Sabonis, mais c'est grâce à son intelligence qu'il réussit à évoluer. Avant 92, si on veut comparer un joueur actuel, dans le style, il avait la domination physique, la rapidité, la vélocité d'un Giannis Antetokounmpo maintenant dans le basket moderne. C'est-à-dire qu'il était capable de faire des coast-to-coast, il maîtrisait les Eurostep, il avait une main droite, une main gauche. Euh, Physiquement, on pouvait absolument pas l'arrêter. Alors il avait en plus un shoot mi-distance, mais il était moins rapide que ce que peut être Antetokounmpo. Mais en gros, si on devait comparer la domination qu'il pouvait inspirer dans les années 80 jusqu'au début des années 90, c'est vraiment lui. Alors c'est vrai que sur la fin de carrière, quand on s'intéresse un peu aux Sabonis de Portland, forcément ça nous évoque tous très certainement Nikola Jokic, hein. Sauf que Jokic a 24 ans, c'est vachement inquiétant pour lui. Mais voilà, en gros, si on veut situer, mettre le curseur pour les gens qui ne connaissent pas du tout Arvidas Sabonis, à part de nom, c'est quelqu'un qui était entre Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic. C'est-à-dire que dans son prime, c'est un joueur qui, moi j'en suis persuadé, aurait été à la lutte pour un titre de MVP en NBA, quoi. Alors, pour ajouter à ce que dit Olivier, Jokic, je suis d'accord, pivot un peu lourd, passeur, mais peut-être pas Antetokounmpo, mais peut-être plus David Robinson, tu vois. Parce que ce qui est intéressant, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Olivier,
Parce que ce qui est Alors, intéressant. David Robinson, sur sa capacité à driver, oui, mais David Robinson, il s'est inspiré d'Arvidas Sabonis, hein, il le dit. Et d'ailleurs, il y a ce fameux duel entre eux à Séoul en 88. Hein. Il y a David Robinson, il me semble, dans le team USA de 88, et il est face à Sabonis, il me semble. Tout à fait. Mais je parlais de. Tu vois, on peut voir Yanis, là, ceux qui suivent un peu la NBA. Yanis, il a aussi un passing game qui est quand même assez intéressant. C'est-à-dire que avant, il donnait quand il pouvait pas faire autrement. Maintenant, il laissait quand même de donner. Et Arvidas, il avait vraiment ce passing game-là, même à l'époque où il était dominant physiquement. Alors ensuite, il a été vraiment très bon passeur, mais même dans les années 80, euh, tu sais, les rebonds qu'on peut voir, rebond et immédiatement passe de tout le terrain là, que fait Kevin Love, mais que fait aussi Yanis, ça, il le faisait très très bien, par exemple. Ouais, mais après, tu vois, c'est Yanis. Moi, j'aime bien parce qu'il est spectaculaire, il peut jouer à plusieurs postes. Tu vois, c'est vraiment le prototype du joueur moderne. Mais je dirais que y a pas autant de QI basket, tu vois. Je dirais que c'est plus Jokic, tu vois. C'est marrant. Souvent, les joueurs qui sont pas très rapides, super lents, ils compensent par un gros QI basket. Et ben Sabonis, c'était le cas, notamment depuis sa blessure au tendon d'Achille, tu vois. Et je dirais que les joueurs super athlétiques, rapides et tout, eux, il y a moins de QI basket par contre. Et c'est ce que tu dis, à partir de sa blessure. Ouais, c'est clair. Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une légende, que il nous a fait du bien, que ce soit d'évoquer ce passé historique, mais également de voir. Ça fait du bien de voir des grands qui savent passer, qui savent faire des coast to coast, qui savent shooter. Donc c'est super. Et puis je suis très content. Je trouve ça super également qu'on ait pu échanger là-dessus parce que bah, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde malgré tout qui aujourd'hui en parle, à part dans certains milieux où les gars ont pu le voir jouer. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Sinon, on va pouvoir clore la chose tranquillou. Non, moi, juste pour dire que on parlait de son fils. Tu vois, son fils, même en étant une méga star en NBA, un super joueur, finalement, il va toujours être un peu dans l'ombre du père, j'ai l'impression. Alors Ouais. que Sabas est arrivé super tard en NBA, tu vois, mais c'est marrant ça, parce que au final, tu te rends compte que c'est là que Sabonis, c'est une star parmi les. C'est la star des stars, tu vois, c'est vraiment une légende. C'est le tsar. C'est clair que au final, ouais, c'est le tsar, ouais. Enfin, après Angelo Tsagarakis quand même, hein. Non, mais c'est vrai que quand tu es le fils d'une légende, tu dois toujours te faire un prénom. Que ce soit dans le foot, le fils de Thuram, le fils de Zidane, ou dans le basket. Mais malgré tout, je suis sûr qu'il fera une très belle carrière de Mantas. Avec l'équipe nationale, il a de grosses ambitions également et il a été particulièrement bon. Donc le meilleur est à venir et on lui souhaite le meilleur d'ailleurs. Et on aimerait bien revoir cette Lituanie forte et gagner des titres européens, pourquoi pas mondiaux. Donc ce serait top. C'est clair. Merci les gars d'avoir participé, c'était juste génial, j'ai pris un plaisir fou. Ça fait du bien de parler d'une légende comme ça. Et puis j'ai hâte qu'on s'en fasse d'autres là. Il y a Galis, il y a d'autres mecs comme ça dont il faut qu'on parle. C'est super important de faire un peu de storytelling autour de joueurs qui sont pour beaucoup méconnus. Merci à tous les gars, passez une très bonne journée et à bientôt les auditeurs de Ficelle. Ciao ciao. Merci beaucoup, merci à tous. À plus. Ciao. Ciao, ciao.